Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission Network, les enfants du paradis, Superman. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les The Goods, The Bad and The Ugly de la cinéphilie de mes invités. Et aujourd'hui, justement, mon invité, celui qui m'a donné cette formule-là, des Goods, The Bad and The Ugly, c'est Jean-Michel Berthiaume. Salut Jean-Michel! Salut Guillaume, ça va? Ça va très bien, et toi? Ouais. On ne sait pas. Est-ce que je suis moi-même habillé? Personne ne le saura jamais. Je veux que ça reste en suspens. On va parler pendant 1 heure, puis je veux que les gens, ça macère cette idée-là. Génial. Jean-Michel, tu es très actif à choc.ca. Tu travailles pour Pop en stock, le 7e antiquaire. On peut t'entendre dans Prise de lutte. Les auditeurs de Radio-Canada te connaissent de On dira ce qu'on voudra, où tu vas parler de culture populaire. Où tu t'excites sur les derniers Avengers, sur les dernières nouvelles en matière de culture pop. Est-ce que j'en oublie? J'ai commencé à réaliser un projet qui s'appelle Deviens-tu ce que tu as voulu avec le journaliste Dominique Tardif, des entrevues de fond avec des artistes qu'on n'entend pas nécessairement du point de vue profondeur. T'sais, on les pogne souvent en 6-7 minutes à avoir à plugger un album ou un livre ou un show de télé. Mais là, c'est vraiment des trucs en longueur. Puis je trouve ça intéressant parce que, comme j'en parlais avec Dominique, j'ai pas une si grande connaissance de ce qui se fait au Québec. Fait que ça me permet de découvrir des personnalités comme Bruno Blanchet. Oui. C'est drôle, mais je le connais pas tant que ça. Découvrir Bruno Blanchet, c'est tomber sur un gisement de pétrole d'humour, là. Bon. Jean-Michel, avant qu'on rentre dans ta liste, ça remonte à quand tes premiers souvenirs de cinéma? Comment est-ce que tu es tombé en amour avec ce médium-là? Ben, c'est drôle parce que je reviens souvent à je suis pas un si grand amoureux de cinéma que ça. À peu près 1 fois par année, ça me frappe. Je suis comme, si je me compare, si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas un grand cinéphile. OK. J'ai rencontré des personnes qui étaient des vrais cinéphiles dans mon environnement, puis ça m'a un peu forcé euh, à réévaluer ma position. Mais le truc, c'est que, parce que comment que mon cerveau fonctionne, en fait, est quelque chose de très neurodivers par rapport à comment je prends la vie, en fait, c'est que je suis un complétiste. Je suis quelqu'un qui doit au moins avoir une connaissance sommaire d'un maximum de sujets. Ce qui fait que le cinéma est un peu tombé dans une époque où c'était le sujet de prédilection pour des cercles intéressés et intéressants autour de moi. J'ai rapidement compris que si tu sais bien parler de cinéma, si tu sais bien parler de musique aussi, tu vas pouvoir entretenir des conversations avec des personnes intéressantes. Il y a des personnes qui connaissent super bien le théâtre, mais une fois de temps en temps, ils se retrouvent à pas nécessairement être dans un thème généraliste. Pas de même avec la bande dessinée, il y a du monde comme moi qui sont des gros fans de comics, mais il y a un moment quand je me mets à parler de comics que je me rends compte que j'ai dépassé, du moins, si on y va avec un lectrice, lecteur moyen, je tombe un peu comme un viking, je tombe l'autre bord de la terre. Puis, le cinéma et la musique n'ont pas ça. On dirait que tout le monde peut s'entendre, il y a une forme d'harmonie par rapport à ça. Je connais pas super bien la musique, honnêtement. Donc, le cinéma est un peu devenu cet outil de conversation, cet outil de sociabilisation aussi, parce que ça me prend des modèles dans la vie pour être capable de comprendre comment interagir avec les gens. Oui. Puis le cinéma offre ces archétypes, offre des espèces de façons d'interagir dans le monde. Tu peux dire, je vais prendre 3 mois et je vais absolument me comporter comme Nicolas Cage dans Face Off. Oui. Pas si pire que ça. C'est peut-être pas recommandé ou à conseiller d'agir en général comme Nicolas Cage, mais effectivement, c'est possible.
Ouais, c'est ça. Fait que ça a été ça. Puis honnêtement, je pense que Face Off, ça a été un des premiers moments que j'ai fait. Ah, ben, peut-être pas Face Off, peut-être Chow Yun-Fat en général dans le cinéma de Mhm. John Woo. Ouais, Durant mon adolescence, j'étais comme, on va émuler lui, oui, puis on devrait pas trop se faire péter la gueule. Ça n'a pas effectivement. fonctionné. Ça Bon. serait long. Non, Donc fait que je ça, suis pas vraiment un oui, gros sniffle. Je suis pas tant un gros sniffle que ça. Tu sais, t'as fait une entrevue avec Hélène, t'as fait oui, une entrevue avec Dom, eux autres. Moi, je suis comme un catalogueur. ok, je comprends. Mais t'as quand même une. Mais c'est ça, c'est que tu veux comprendre comment ça fonctionne. Il y a quand même. En fait, est-ce que tu aimes plus le fonctionnement du cinéma que le cinéma? Non, non, moi, c'est vraiment OK. la production. Non, non, je tombe énormément dans le film, pas Mhm. nécessairement. Mais tu sais, ça fait aussi, tu sais, c'est Mantiquaire que tu mentionnais tantôt, ça fait 14 ans que je l'anime. Oui. Ça veut dire que à peu près une fois par semaine, ben, ça varie, là, dans la dernière année, ça n'a vraiment pas été une fois par semaine, mais à la fréquence d'une fois par semaine pour les 14 dernières années, j'ai écouté un film de plus de 20 ans. Mhm. Donc, je me suis retrouvé dans des niches tchécoslovaques assez intenses, là. Oui. Fait que non, non, c'est le film et évidemment, qu'est-ce qui en entoure, les Oui. histoires de production, les choses comme ça, mais je ne suis pas un spécialiste d'objectifs ou de Oui. prise de son, là. Non, pas du tout. Je comprends. Donc, si on rentre dans ta liste, le premier film dont tu voulais parler, c'est Network de Sidney Lumet. C'est un film de 1976 qui met en vedette Faye Dunaway, Peter Finch, William Holden. Euh, Peux-tu me résumer rapidement l'histoire, puis pourquoi ce film-là te touche? Résumé, l'histoire est assez simple. En fait, Mhm. on est dans un poste de nouvelles. En fait, en fait, plus largement, on est dans une corporation de nouvelles. Et on se retrouve à avoir un personnage interprété par Peter Finch qui est un annonceur de nouvelles, qui a de plus en plus le blues, le spleen, commence à trouver que euh, la réalité, en fait, qu'il doit reporter est de plus en plus glauque, qui est de plus en plus difficile à reporter. Mhm. Sauf un peu de dépression mélangée avec l'alcoolisme journalistique de l'époque. On parle des années 70. Euh, et lors de son dernier bulletin de nouvelles, en fait, il décide de prendre toute cette rage, toute cette colère, toute cette tristesse-là et annoncer aux gens que la division de nouvelles n'étant pas assez, n'ayant pas des assez bonnes codes d'écoute, devra fermer. Ce sera donc son dernier bulletin durant la semaine. En fait, il annonce ça lundi, puis il dit vendredi, je prends ma retraite, on ferme les nouvelles. Et si vous êtes là, ben, je vais aussi en profiter pour me tirer une balle dans la tête. Oui. Oui. C'est la prémisse du film, en fait. Ça, c'est les 15 premières minutes. Oui. Et ensuite, il y a l'ambiguïté qui s'installe. Est-ce qu'on laisse ce gars-là se tuer en ondes, malgré que évidemment, ça revitalise toute l'industrie de la Bien nouvelle sûr. pour cette corporation-là qui disent ben, on a les meilleurs codes d'écoute de l'histoire de toute la télévision en laissant ce gars-là euh, ne plus être nécessairement objectif. Mhm. Il y a un glissement chez le personnage où le personnage se rend compte qu'il n'est plus un annonceur de nouvelles traditionnel. Là, il devient un éditorialiste en Oui. disant il y a de la merde ici, il y a de la merde là, puis les codes d'écoute montent, puis le jour arrive où il doit se tirer et tout change. En fait, c'est ce qui arrive dans Network. C'est que je me rappelle, ça c'est un peu pour la description. En fait, on a aussi d'autres personnages incroyables. William Oui. Holden est hallucinant. Faye Dunaway était extraordinaire. Mhm. Toutes des personnes, ben, en fait, Holden n'a pas gagné d'Oscar. Finch a gagné un Oscar. Faye Dunaway a gagné son premier Oscar. C'est en fait l'Oscar de Network qu'on voit sur la photo classique là, Oui. sur le bord de la piscine le lendemain. Euh, c'est, ben, en fait, oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même mentionner le personnage de Faye Dunaway est une carriériste, en fait, est une personne qui a une conception extrêmement moderne et capitaliste, même néolibérale à l'époque, où on ne pensait pas aux choses de cette manière-là. Oui. Des nouvelles, poussées au pinacle, seulement excitées sexuellement par les codes d'écoute. Puis c'est pas joué en comédie, c'est joué en véritable tragédie, ce personnage-là. Oui. Il y a une espèce de femme empire à en devenir et qui ne peut qu'être allumée sous tous les aspects, sous toutes les déclinaisons, par la construction d'un empire
une espèce de Cléopâtre moderne. Elle est hallucinante là-dedans. Mhm. Et de l'autre côté, on a William Holden qui est juste la vieille garde, qui est complètement en train d'être dépossédé par cette femme-là. Ira à tromper sa femme avec Faye Dunaway. Sa femme, malheureusement, le nom de l'interprète m'échappe pour le moment. Ah, je ne l'ai pas non plus. Elle va gagner aussi l'Oscar d'interprétation meilleure actrice de support de soutien pour une des performances les plus courtes de l'histoire du cinéma. C'est hallucinant, ce film-là, qu'est-ce qu'il a été capable de créer, qu'est-ce qu'il a été capable de causer. Paddy Chayefsky à la scénarisation, qui a aussi écrit des films pour Ken Russell, qui a écrit des petits films, en fait, pour Rod Serling aussi, une espèce de scénariste fou. Oui. Puis ce que je me rends compte, c'est, parce que bon, quand tu me l'as proposé, Network est comme mon espèce de film passe-partout, essentiellement. Si tu parles avec quelqu'un qui l'a déjà vu, il n'y a pas de limite à la conversation que tu peux avoir avec cette personne-là. Vraiment, vraiment. Et si tu rencontres quelqu'un qui ne l'a pas rencontré, ben, la même chose s'opère. Tu deviens juste un espèce de débile à dire aux gens comment est-ce que tu avais tout vu venir. Nanana. C'est une bonne clé d'accès pour les conversations. C'est vraiment parfait, Network. Oui. Moi, c'est un film qui est rentré dans ma vie il y a une douzaine d'années. Puis sans blague, je le regarde à peu près aux 3 ans. Puis à chaque fois que je le vois, je me dis ce film-là est de plus en plus pertinent plus le temps passe. Ben, c'est ça qui m'impressionne, c'est que quand je l'ai vu initialement, moi, c'était vis-à-vis l'espèce d'aspect corporatiste que je m'alliais beaucoup à l'idéologie du film. Il y a un grand soliloque, enfin un monologue qui lui aussi remportera le score du meilleur acteur de soutien, qui est sur l'idée qu'il n'y a plus de territoire, il n'y a que des corporations. Ouais. Nous habitons sur la planète Coke, nous allons conquérir la Lune IBM. Et dans cette espèce de monologue-là, on a une description d'une cosmogonie corporative. Puis c'était peut-être à l'intersection du moment où je devais quitter Fight Club parce que je devenais un adulte. Oui. Et je devais rentrer dans des idées un peu plus sérieuses par rapport à mon agressivité envers le monde adulte, si on peut dire, le monde capitaliste. Mais quand je suis arrivé à Network, c'était vraiment ça qui me frappait. C'était cette manipulation des idées, cette manipulation des opinions et tout. Et l'idée corporative qui est devenue toute l'idée des eyeball minutes, puis l'économie d'attention et tout. Oui. Mais là, j'ai repensé pour l'émission, puis ça m'a vraiment frappé que il y a quelque chose par rapport à l'émergence d'un Richard. Autant que le personnage central est tragique, autant que notre Richard national l'est aussi. Oui. Il y a de la part de quelqu'un qui avait une brèche dans la crédibilité intellectuelle à un certain époque, devient un espèce de foualier qui, en fait, il y a une super belle scène dans Network où le personnage de Peter Finch, il rentre tête basse, comme en accéléré pour aller à son bureau, pour aller faire sa performance, pour aller faire l'émission. Et le gardien de la porte ouvre la porte et lui dit bonne journée, bonne émission. Et la seule chose qu'il lui dit, c'est je dois livrer mon message. Oui. Il passe I must deliver my message. C'est juste, OK, il est complètement déconnecté de la réalité et qu'il y croit ou pas, il a l'impression d'être investi dans un message. Oui. Ça me fait penser à Richard. Oui, là, on parle de Richard Martineau ici. Si tu veux l'appeler par son nom de famille, tu as le droit. C'est Richard. C'est un Richard. On a un tricky dick, fondamentalement. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Tu peux faire le rapprochement que tu veux. C'est peut-être la même personne, peut-être pas. Qui sait? C'est comme nos vêtements. Qui sait si on est habillé ou pas en ce moment? Mais ça me faisait penser à ça. C'est qu'est-ce qui arrive quand une personne qui a une forme d'autorité, qui a un micro, puis tout, se met à dire n'importe quoi. Il se met à... Puis en fait, le message est cohérent dans Netflix. Pardon, dans Network. C'est une idée de ralliement par la colère. Oui. C'est de leur faute, nanana, puis tout. Puis il y a quelque chose dans Network qui fait que tu veux être de son bord, tu veux crier colère et tout, mais quand moi je pense à Richard, j'ai pas tout le goût de crier colère. Vraiment, non, c'est ça.
Puis, enfin on va la dire, cette fameuse phrase-là, qui est magnifique en elle-même, c'est I am mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Je suis fou allié et je ne peux plus endurer. Ouais. Puis, C'est une énorme négation. Puis il appelle les gens, sortez votre tête par la fenêtre et criez la phrase. Puis c'est ça que les gens se mettent à faire. Ah ouais, comme on a eu le flash les lumières ici, mais quand tu penses au flash les lumières ici, fondamentalement, il y avait un ralliement, mais qui n'était pas orienté vers quoi que ce soit. Ouais. C'est ça qui est intéressant au final dans Network, c'est qu'il ne fait rien. Il ne cause rien. Ouais. Pendant ce temps-là, le poste, en fait, le ABS réussit à inclure une astrologue pendant le bulletin de nouvelles, Sybil the Soothsayer. Donc, on a quelqu'un qui utilise l'horoscope pour être capable de parler aux nouvelles. Ouais. On se retrouve à avoir une émission de télé-réalité qui s'appelle le Mao Tse-tung Happy Hour, où on suit des Black Panthers pour les voir voler des banques et tout. C'est ce type de désinformation et de grand guignolesque qu'on voit là. Tu le disais tantôt, il y a quelque chose de très lucide et prévoyant dans ce film-là, mais quand tu l'écoutes, tu es juste hey, Network l'a vu, est capable de nous le faire passer comme quelque chose d'humoristique, mais que maintenant qu'on le vit, il n'y a absolument rien d'humoristique à propos de ce film-là. Puis il y avait quelque chose de vraiment intéressant qui a été dit par Sidney Lumet dans le commentaire audio, c'est qu'il disait qu'il voulait filmer le film au complet comme si c'était une pub de Chrysler. Ah! Le film est chromatique. Le film a une espèce de vernis de pub de Buick extrêmement que nous autres, maintenant, on est rendu qu'on considère comme cheap, mais que à cette époque-là, c'est peut-être un des précurseurs du cinéma corporatif. Comment qu'on filme quelque chose pour que ça ait de l'air corporate. C'est assez intense. Non, ce film-là est immense. Là. Puis, oui. Puis je voulais savoir, en fait, toi-même, tu as toute proportion gardée, mais tu as beaucoup de tribunes à choc. Tu sais, il y a des fois, puis tu sais, t'es très humain dans ta façon d'animer. Si quelque chose te touche, on le sent. Je me rappelle, je me souviens pas c'est dans quelle émission, mais tu parlais de Toy Story 2, puis tu avais fait jouer la chanson de Toy Story 2, puis c'était venu te chercher aux larmes. C'est quoi ton regard toi-même en étant justement quelqu'un qui a des tribunes pour s'exprimer sur cette manière-là de commencer à parler? Puis est-ce que des fois, il y a une volonté, pas une volonté, un désir de ta part, tu te dis, je pourrais aller chercher l'émotif chez les gens, je pourrais faire ça. Est-ce que tu te gardes une réserve? Est-ce que tu te gardes un scrupule par rapport à ça? Hey, c'est une bonne question. J'ai pas l'impression d'être... j'ai pas l'impression d'être quelqu'un... en fait, il faut que pour moi, pour répondre à ta question, il faut qu'on tranche par rapport à qu'est-ce que c'est être une personnalité publique. Parce qu'il y a des personnes qui tombent dans le culte de la personnalité. C'est la personne qui motive l'engagement. Je n'ai pas l'impression de faire partie de cette caste-là. Tout à fait. J'ai davantage l'impression que toutes ces tribunes-là qui m'ont été accordées, si on peut dire, dans lesquelles on me tolère tant aussi longtemps que mes idées sont bonnes. Le moment que mes idées seront plus bonnes, je n'aurai plus ma place là. Donc, j'ai pas nécessairement l'impression ou j'ai pas la pulsion de me mettre en scène. Parce que qu'est-ce que je dois faire, c'est d'aller chercher, c'est pas nécessairement d'aller chercher l'idée, mais d'aller chercher l'amorce à l'idée, l'angle à l'idée qui est différente. Il y a comme j'ai été fier de plusieurs trucs, mais l'un d'entre eux, c'était la couverture que j'ai faite pour le film de Captain Marvel. C'est un film qui est sorti très rapidement. J'ai eu à réagir extrêmement rapidement à ce film-là. Et en réagissant rapidement, des fois, quand tu réagis rapidement, tu ne tombes pas sur des idées extraordinaires. Mais pour Captain Marvel, une des choses qui m'a frappé quand j'ai écouté le film, c'est cette idée-là de rétroféminisme. Puis, je suis encore très fier de cette idée-là parce que je ne l'ai pas entendue nulle part ailleurs. Le rétroféminisme, c'est cette façon artistique de retourner dans le passé pour y inclure des femmes qui étaient invisibilisées.
Captain Marvel retourne dans les années 80 pour mettre un modèle féminin dans ce corpus-là, parce qu'il n'y en avait pas. Peu importe que le film soit sorti en 2018, on retourne dans les années 80 puis on dit Ellen Ripley, Sarah Connor, Carol Danvers. OK, on en a une de plus. Oui. Il y a, une fois de temps en temps, ces idées-là, quand ils m'apparaissent, ben là, j'ai confiance envers le choix des personnes qui me laissent m'exprimer sur ces tribunes-là. Mais le moment où je vais en faire 5, je dirais, où je n'ai pas l'impression d'avoir amené une nouvelle idée, ça ne me surprendrait pas. Je peux me faire sortir. Ça ne me surprendrait pas en tout. Ça ne me dérangerait pas parce que je ne suis pas une personnalité à suivre. Mais je mène avec mes idées. Oui. Oui, puis ça, tu te moules à ton sujet, tu te colles à ton sujet, c'est ce sujet-là que tu mets en valeur, mais avec un visage humain. Je pense que c'est ça que j'essayais de dire. Ouais, c'est super gentil. C'est très gentil, mais tu sais, je suis un geek de la vieille garde. Oui. Je suis un geek du début de la fin des années 80. Fait que c'est, disons plus, début 90, pour être franc. J'avais 8 ans, 90. Mais ça fait partie, tu sais, c'est dans mes premiers modèles. La culture populaire, c'est autant que je parlais tantôt de pas nécessairement être cinéphile, mais d'avoir besoin du cinéma pour être capable d'interagir dans le monde. Ben, avant d'être capable de te monter une personnalité, il faut que tu te montes un code, il faut que tu te montes une éthique, une morale. C'est la culture populaire, c'est la culture geek qui a fait ça pour moi dans les années 90, essentiellement. 90-2000. C'était ça. À chaque fois que j'en parle de ces trucs-là, ben, ça parle de moi. Ouais. Je ne sais pas si je serais capable de parler d'un album de musique de cette manière-là. Oui, je comprends. Si on pense à ton deuxième film maintenant, un autre film que j'ai adoré quand je l'ai vu une seule fois, ça fait longtemps, mais il m'a marqué beaucoup, c'est Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. C'est un film de 1945. C'est un mélodrame épique qui se passe sur 2 générations. C'est avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur. Qu'est-ce que t'aimes de ce film-là qui est très... on pourrait dire un film académique, là, c'est le classique des classiques français, si on veut. Ben oui, c'est ça. Oui, il y a quelque chose de consacré par rapport à ce film-là. Mais en même temps, malgré qu'il soit consacré, on entend moins parler de La Grande Illusion. Oui. On entend beaucoup moins parler que La Nouvelle Vague aussi. C'était un film extrêmement important pour son époque, mais qui ne court pas tant les listes. Puis c'est sûr que quand quelqu'un te demande de choisir tes films, il y en a toujours un qui fait partie des 100 plus importants films de l'histoire du cinéma. Il faut que tu en mettes au moins un, là, parce que sinon, il y a quelque chose de louche par rapport à ce que tu es en train de dire. Fait que tu as le droit de mettre 2001, tu as le droit de mettre... Tu as le droit, là, c'est correct. Après ça, je pense que des exercices comme les tiens, c'est pas de dire mes films préférés, c'est Citizen Kane, Potemkin, puis Je les j'aime. Là, ça devient un peu facile. Tu sais. Oui. Ou Sept Samouraïs, mais ça en prend quand même. Puis, moi, il y a quelque chose à laquelle je reviens tout le temps par rapport aux Enfants du Paradis qui m'impressionne beaucoup. C'est que, comme tu as dit, c'est un film qui a été tourné, qui est sorti en 1945, qui a été tourné un peu avant en France. Et tout fan, toute personne qui connaît un tantinet peu l'histoire de l'Europe comprendra rapidement que c'est un film qui a été tourné sous l'occupation nazie. Donc la France, elle était occupée pendant le tournage des Enfants du Paradis et ils s'en sont pas rendus compte. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des officiers nazis, il y a des sorties, des stills du film que tu vois à l'extérieur du cadre. Il y a des officiers qui sont présents sur le plateau de tournage et peut-être que c'est la barrière de la langue ou quoi que ce soit, ils n'ont pas considéré qu'ils étaient en train de voir se créer devant eux le plus gros pamphlet sur la liberté existant de l'histoire du cinéma. C'est ça, je veux dire, quand ils l'ont pas vu. Les nazis étaient extrêmement présents sur le plateau de tournage d'un film qui parle de la libération de la France, qui parle de la libération du monde, qui parle de la libération de l'humain, qui parle de la libération de l'âme.
Les Enfants du Paradis, c'est un grand film d'abord sur l'art, Oui, comme tu as dit, sur le Arletty. théâtre. Mais sur le théâtre, sur la poésie, sur Oui. le pantomime, sur l'écriture, sur le geste, sur la rime, sur la prose, c'est tout, sur la peinture. Il y a tout dans ce film-là. Et autant que dans le pur concret, on est en train de parler de la libération, ben dans Oui. le plus abstrait, on parle de la libération aussi. Le personnage d'Arletty, le personnage de Garance, elle est l'inspiration humaine désirée par tant. Essentiellement, l'histoire, c'est super simple. C'est Garance qui est prise entre deux amoureux, si on peut dire. Oui. Un, Baptiste, le mime, et l'autre, Lassner, le mécène. Et ces deux-là la désirent et lui font la cour. Mais en fait, c'est une espèce de romantisme à fleur de peau, mais il faut aussi dire que c'est Jacques Prévert qui a écrit tous les dialogues, fait que c'est de la poésie lue, ça n'a aucun rapport. Mais je l'ai réécouté récemment avec mes enfants, puis ce que je trouvais extraordinaire, c'est que l'affection, l'amour et la tendresse provient de Garance. Oui. Garance, c'est la personne qui projette toutes les valeurs de l'amour dans le monde et les personnes qui reçoivent cet amour-là réagissent chacun à leur manière. Oui. Donc, Baptiste, le mime, il répond avec tendresse, répond avec délicatesse, répond avec admiration aussi, répond même limite en étant dominé par elle. Il la vénère comme on peut vénérer des personnes en temps d'amour. Oui. Lassner, de l'autre bord, la possède, la jalouse, la désire. Qu'est-ce que Garance rayonne, tous les gens autour voudront se l'accaparer, voudront l'avoir pour eux, et vont tous se manifester de manière différente. Oui. Ça, il y a quelque chose de l'âme française, il y a quelque chose de l'âme du théâtre, il y a quelque chose de l'âme artistique, il y a quelque chose de l'âme humaine, il y a quelque chose du nazisme aussi. Tu sais. On veut tellement être ça qu'on va tuer tout ce qui n'est pas ça. Oui. Que les enfants, c'est ça, c'est une œuvre. J'essaie souvent de mettre ça en parole, mais je suis incapable. Tu sais, c'est la somme qui est plus grande que l'addition de ses parties. C'est le résultat qui est plus grand que la somme de ses parties. Oui. C'est que ce film-là, dans ce film-là, 1 plus 1 plus 1 égale pas 3, il égale 3000. Oui. C'est un immense film qui sert à tout le monde, je trouve. Fait quoi, bon, il y a quelque chose. Puis, ça, c'est en passant quand même à 7 ans au théâtre que j'ai compris que les Enfants du Paradis, tu sais, le paradis, c'est la dernière rangée en haut. Oui. C'est la rangée pour les pauvres. Donc, les Enfants du Paradis, c'est le peuple. Il y a quelque chose de très noble en disant que le spectacle, il est pour les personnes qu'on ne s'attend pas, qu'il soit pour. On ne s'attend pas que ce soit adressé à eux. Le spectacle, on ne s'attend jamais à ce qu'il soit adressé à la dernière rangée. Mais là, il l'est. C'est à eux que sera admis la grâce, c'est à eux que sera admis la beauté. Oui. C'est à eux que sera admis la catharsis. Ce n'est pas aux gens qui se rapprochent de façon cruelle, si on peut dire, ou à l'avant-scène. Non, c'est un bon film. C'est tellement un bon film. Tu l'as dit, ça m'a accroché. Tu l'as présenté à tes enfants récemment. Ouais. Comment t'amènes un film comme celui-là? Parce que, bon, c'est un film qui a plus de 70 ans, là, presque 80 même. En noir et blanc, c'est un film qui dure quoi, 3 heures? C'est pas une petite entreprise de rentrer là-dedans. C'est ça, tu sais, c'est un film dans une espèce de vieux français qui n'existe plus. C'est très poétique, c'est très lyrique. Donc, justement, comment tu as abordé ce sujet-là? Puis qu'est-ce que ça a amené comme discussion en famille? Ben là, on ne l'a pas terminé encore. Okay. On l'écoute en shot de près une quarantaine de minutes. Oui. C'est pas un film qui est inaccessible. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que non, effectivement, il n'y a rien qui est trop complexe dans le film pour ne pas être saisi. Peut-être que c'est juste une déclaration de la beauté et de la réussite. Le fait que ce film-là est tellement bien fait que tout le monde le comprend. Ouais. Tout le monde le ressent. Puis dès que tu ressens quelque chose, ben, tu es déjà à un niveau de compréhension. Tu es déjà à un niveau
de contact avec l'œuvre qui est Ouais. plus forte que de le comprendre. Fait que non, j'ai pas nécessairement le goût ou l'impression qu'ils ont compris quoi que ce soit, Mhm. ou du moins, ils l'ont compris de leur bord. Mais c'est juste des exposés. Je Mhm. sais pas, c'était comme, regarde, j'ai le goût de réécouter les Enfants du Paradis, puis je vais l'écouter en plein milieu de l'après-midi. Fait que Ouais. vous allez souffrir, je m'excuse, mais c'est ce qui va se passer. Puis il y a des phénomènes comme ça où ça peut être nocif de traiter ces monstres sacrés-là comme étant des trucs à vénérer ou à garder à Mhm. distance, à se prosterner devant. Tu te rends compte que je pense que la réputation de Citizen Kane fait en sorte que ce film-là est moins écouté que ce qu'il devrait l'être. Ouais. Oui, C'est alors que c'est un film qui est très simple lui aussi. Ça s'écoute super bien, ça n'a Ouais, pas ouais. d'allure comment il est bon, puis ça coule, puis il n'y a pas Ouais, de ouais. problème. Mais c'est ça, c'est à force de muséaliser, je sais pas si c'est un vrai mot, mais à force Ouais, de mettre des trucs sur des piédestals, ça finit par faire peur, par être. Tu sais, c'est ça, ça devient quasiment douteux là, de commencer à vouloir rentrer dans ces films-là puis déclarer nos amours à ces films-là, autant Citizen Kane que Les Enfants du Paradis, parce que ça a tellement été porté au nu. Mais oui, je comprends tout à fait ton sentiment par rapport à ces films-là qui sont simples, qui se regardent bien, qui sont accessibles, qui devraient rester populaires. C'est ça, les Enfants du Paradis, ça le dit, c'est pour le peuple, c'est pour ouais, tout le monde. puis il y a comme cette drôle de. J'ai travaillé longtemps dans un club vidéo, puis le truc Oui. qu'on se faisait souvent dire, c'est comme, j'ai une grosse journée de travail, j'ai pas le goût de me casser la tête. Puis Mhm. tu peux écouter Citizen Kane un mardi soir après Oui. avoir travaillé. Tu peux, Ouais, ouais. c'est vraiment faisable. Là. Ouais. Fait que c'est comme, il faut arrêter. Ben, en fait, je dis, il faut arrêter de les sacraliser. C'est juste, on peut continuer à admirer comment ils sont bien faits, mais ils sont, c'est parce qu'ils sont bien faits et c'est parce qu'ils sont si bien faits que Mhm. tu peux l'écouter n'importe quand. Vraiment. Bon. Euh, on va passer à ton troisième film, le film qui nous a fait réaliser qu'un homme puisse voler, Bravo. Superman de 1978 de Richard Donner, Ouais, avec Christopher Reeves, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman. T'as fait pour le 7e antiquaire toute une série des 4 premiers Superman. ouais, et Euh, Supergirl. et Supergirl. Donc, une grande série d'1 heure à chaque fois. C'est riche la matière autour de Superman. C'était pour quel anniversaire? C'était pour ses 40 ans qu'ils ont fait le film ou pour. Euh, ben, ça arrête là, là. C'est sûr que. Ouais, c'était autour du 40e anniversaire. Euh, on n'a pas vraiment besoin de résumer l'histoire à ce moment-là. Je pense que l'histoire est dans la culture populaire et tout le monde la sait. Là. C'est Kal-El qui part de Krypton alors que sa planète va exploser, qui arrive sur la Terre, qui se fait prendre par la ferme des Kent et il devient Superman et il vit des aventures. Ouais. Euh, Ben, Oui, vas-y. ben, c'est drôle parce que quand tu as dit la phrase, le teaser, le ley line, là, comme qu'ils Oui. disent, it will make you believe, this movie will make you believe that a man can fly. Mm-hmm. C'est une des, c'est une des plus belles phrases que tu peux dire à propos du cinéma. Ouais. Ce film-là va te faire croire qu'un homme peut voler. Mm-hmm. Puis autant que nous autres, dans notre climat, en fait, ben là, qui est en train un peu de se détériorer, mais on a quand même grandi dans un écosystème où on s'impressionnait pour les effets spéciaux. Ouais. Ce film-là, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est ça que Mm-hmm. je trouve intéressant, c'est que cette phrase-là peut nous donner l'impression que c'est un teaser pour les prouesses techniques du film, Mm-hmm. mais les plus grandes prouesses techniques du film ont été essentiellement réalisées pour le générique d'ouverture. Oui. Le générique d'ouverture qui a été extrêmement compliqué à faire. Puis quand on l'écoute, nous autres, maintenant, on est comme, je peux faire ça sur mon MacBook en 4 Ouais. minutes. Puis je me rappelle la première fois que j'ai été conscient de m'asseoir pour regarder Superman en tant qu'adulte, alors que je ne l'avais pas vu depuis peut-être une quinzaine d'années enfant, là, c'est à quel point ce générique d'ouverture-là est long. Ouais, ouais. Ah oui, on C'est t'installe. interminable, mais tu t'en places dans l'époque, tu fais OK, c'est une espèce d'effet 3D de lettres qui ont une espèce de mouvement allongé pour former les lettres des noms des comédiens, puis tout le monde qui a travaillé sur le film.
Ça dure quoi, à 5 minutes, quelque chose comme ça? Quelque chose de la sorte, oui, oui. Puis quand tu considères que Donner avait en vue de faire les 2 premiers films comme un seul, Mhm. ça, ça envoyait le message clair que tu t'installes et tu vas vivre de quoi. Ouais. Il y a quelque chose par rapport au départ. Je pense beaucoup à Birthright de Mark Waid, qui est une bande dessinée qui a été scénarisée par Mark Waid, illustrée par Len Liu, dans laquelle, au début, en fait, Birthright, ça parle un peu de la période de l'adolescence de Superman, avant qu'il finisse à Metropolis et après qu'il ait fini l'école high school. OK. Puis il y a un plan dans le début qui est extraordinaire parce que Clark Kent, en voulant être journaliste, va faire un espèce de pèlerinage international, va se retrouver à être journaliste de front. Non pas dans des grands moments de guerre, mais se retrouvera dans des conflits en Afrique, et ainsi de suite. Dans le début de Birthright, on a une balle. En fait, il y a un conflit armé qui explose dans un camp. Clark Kent est là. Il y a une balle qui est tirée en sa direction. Et le scénariste et l'illustrateur s'entendent à faire une espèce de ralenti autour de cette balle-là, qui s'en vient vers Clark Kent. Et là, on sait que Superman n'existe pas. On le sait qu'il y a toute l'ambiguïté par les révélations des pouvoirs. Puis tranquillement, l'insert, le zoom se fait sur cette balle-là, qui tranquillement, parce qu'on est dans le rythme de la bande dessinée, mais on est dans le rythme de Clark Kent aussi, la balle ralentit, et recule dans une espèce d'obscurité jusqu'à temps qu'elle devienne la capsule qui quitte Krypton. Wow! Que le berceau de Superman est une balle qui a été tirée à travers l'espace. 2 idées s'embarquent une par-dessus l'autre. Le Faster than a speeding bullet, puis The Last Son of Krypton embarque. Wow! C'est ça le film, quand tu commences. Tu passes à travers les étoiles. Tu passes à travers quelque chose qui n'a pas de référent dans notre monde. C'est des lumières dans le cosmos qui écrivent, certes, Marlon Brando, qui est un autre étoile dans le cosmos, on s'entend. Oui. Mais il y a quelque chose de cosmique quand tu rentres dans ce film-là, qui, pour moi, ouvre la porte déjà à Kirby, déjà à plein de... Autant que les Superman de Donner, c'est des récits très classiques. Tu es déjà dans la science-fiction bizarro des années 50-60. Puis bon, c'est vrai que Jor-El est là pour te rappeler que tu n'es pas dans un film traditionnel. L'histoire est bien connue, là, que Marlon Brando a été payé des sommes faramineuses pour jouer un petit 6 minutes dans le film. Et même malgré ce cachet-là, refusait d'apprendre les lignes. Donc, il a écrit son scénario, son script. Toutes ces lignes étaient écrites sur la couche de Superman. Oui. Il tenait le bébé puis il lisait ses lignes dessus. Ça, c'était la meilleure affaire du monde. Oui. Ce que j'aime... Oui, vas-y. Non, vas-y. Oui, en fait, c'est une idée qui m'a frappé quand j'ai écrit la date 1978. C'est que ça a fait 1 an avant, il y a le film qui a recraché tout ce que la culture populaire avait produit jusqu'à ce moment-là, qui est Star Wars, qui a récupéré tout ce qui s'est fait. Et Superman arrive 1 an plus tard et met les bases pour une cinéphilie super-héroïque moderne. Absolument. Tu as absolument raison. Parce qu'ils se regardaient. Oui. C'est super intéressant comment il y a des films qui se regardent. Je trouve que, je suis en train de le dire, je fais que c'est prétentieux comme façon de dire les choses, mais je pensais à Blade Runner puis Robocop. Oui. C'est des films qui sont dans une espèce de ils se parlent pas, mais il y a un regard qui est un peu insoutenable entre ces 2 films-là. Ouais. C'est la même chose entre Star Wars et Superman. Il y a une espèce d'entente tacite qu'on va bâtir un sur l'autre, mais qu'il y a... Tu sais, l'autre truc que par rapport à... We'll make you believe that a man can fly, c'est que... Bon, évidemment, moi, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est un film qui est aspirationnel. Je trouve que tout ce qui est autour de Superman, c'est l'aspirationnel. On doit avoir des outils en tant qu'humain pour vouloir être meilleur parce qu'il y a trop de choses qui nous encouragent à être pire. On est tenté à tous les jours, à tous les instants, d'être une moins bonne personne que qu'est-ce qu'on est. On est bien mieux d'avoir des outils pour nous tirer vers le haut. Superman est une des figures ultimes pour nous tirer vers le haut.
Puis c'est ce qui motive un personnage comme Lex Luthor à avancer. Il veut surpasser et dépasser Superman. Oui, puis il y a quelque chose de très logique dans le personnage de Lex Luthor aussi, qui n'est pas nécessairement dit dans les films, mais qui se comprend. Parce que, bon, Lex Luthor est un peu tourné en dérision sous Donner avec Gene Hackman. Mm-hmm. Mais l'affaire avec Luthor, c'est qu'il est contre Superman parce qu'il le voit comme un filet de sécurité. C'est très intéressant. Il voit le monde de manière à ce que tant que Superman sera là, on ne voudra pas être mieux. Ouais. On ne se dépassera pas parce que quelqu'un qui va être là pour nous aider à se dépasser. Fait que ça fonctionne de son bord aussi. Je trouve que, bon, évidemment, tout bon méchant doit avoir raison, ou du moins, il doit être convaincu d'avoir raison. Dans le cas de Lex Luthor, c'est totalement ça. Mais je peux pas être du bord de Lex Luthor. J'aime ça avoir ce... Ah, man, OK, ben regarde, j'ai un T-shirt de Superman chez moi que je ne porte qu'à des occasions spécifiques. OK. Je porte pas un T-shirt de Superman parce que c'est dans ma garde-robe. Ouais. Je vais porter ce chandail-là quand j'ai besoin des attributs de Superman. Si tu me vois avec le T-shirt, sache que c'est parce que j'ai besoin de ça, de mon bord. Je ne vais pas le porter une journée où il n'y a pas d'enjeu. Je ne vais pas le porter une journée où je n'ai pas nécessairement besoin de force ou de conviction. Mais quand je le porte, c'est parce que j'ai besoin de ça. Ouais. Je n'ai pas de T-shirt de Batman parce que je n'ai pas besoin de me venger. Je n'ai pas besoin d'être investi d'une mission qui va dépasser tout le reste de mon existence. Ouais. Certaines personnes, oui, et je comprendrais qu'ils portent le T-shirt de Batman pour ça. Mais moi, le T-shirt de Superman, ben, c'est ça. Puis écouter le film, croire que quelqu'un peut voler, ben, c'est ça. Puis il y a aussi, étrangement, c'est arrivé avec plusieurs personnes, mais je pense que en termes d'adaptation de personnages de fiction, autant que peut-être que Peter Falk sera toujours Columbo, mais il est quand même dans les seuls à l'avoir interprété. Christopher Reeves. Oui. Et l'idée d'incarner Superman, c'est quelque chose qui est plus beau que nature. Oui. On s'est entendu communément sur le fait que Christopher Reeves était Superman. Et il a été Superman même blessé, même handicapé. Ça l'était. C'était encore lui. Oui. Ouais, ça, même quand il est apparu dans Smallville, c'était la présence de Superman qui était sur le plateau. C'est ça. Ça, James Bond, c'est pas la même chose. Ça existe. Je suis convaincu que si on y réfléchissait, on se retrouverait peut-être à avoir un autre acteur ou actrice iconique par rapport à leur personnage. Mais Christopher Reeves, comme le meilleur d'entre nous, est incroyable. Oui. C'est quelque chose. J'écoutais Death Trap. OK. Je pense de Sidney Lumet. Je pense que c'est Lumet qui l'a fait. C'est un DVD que vous pouvez trouver dans un Jean coûte à 2$. C'est très drôle. C'est un cube Rubik sur la pochette avec Christopher Reeve dedans. C'est un film que Reeve a fait avant, je pense, Superman. Okay. Mais c'est quand même lui. Tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire pour enlever Superman. C'est bizarre parce que si tu veux virer un peu ça tente de faire une expérience de pensée. Là. Oui. Je pense qu'on peut réécouter tout Christopher Reeve et regarder sous quel type de kryptonite il est influencé par quel type de kryptonite. OK, là, c'est Superman kryptonite rouge, il n'a pas de pouvoir, mais il est en tabarnak. Là, il est noir, c'est pour ça qu'il est un peu petit, les cheveux sont plus longs, puis il essaie de tuer du monde. Oui. On peut le faire. On peut le faire. Oui. Christopher Reeves a toujours joué Superman, même avant de jouer Superman. Wow. C'est quelque chose. Bon, moi, Puis encore, c'est un film que j'ai écouté avec mes enfants, puis qui se comprend. Ben, pas qui se comprend, qui se ressent. Oui. Le lancer du ballon de football, la course contre le train, c'est la main dans l'autobus. C'est iconique, ça n'a aucun rapport. Je trouve ça super beau ce que tu viens de dire, fait que je veux pas qu'on rajoute rien pour détruire ce moment-là. OK. On va faire une courte pause. Au retour, on va dire hello à un petit ami que t'aimes pas vraiment. Ah oui, ben oui. Et on va partir à la poursuite des trésors de Leonardo da Vinci pour ton plus grand plaisir. OK. On vous revient.
j'adore enregistrer On jase de film. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de film, Instagram, @On jase de film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de film. De retour à On jase de film avec mon invité Jean-Michel Berthiaume, avec qui, dans la première partie, on a parlé des films Network, Les Enfants du Paradis et Superman. Et là, on va plonger dans un film que t'aimes pas du tout. C'est le Scarface de Brian De Palma de 1983. Le film pour lequel probablement tous les pseudo-gangsters ont une affiche. Ils ont toute une affiche de ce film-là dans leur chambre. C'est un icône de la culture hip-hop bling-bling. Ça met en vedette Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer. C'est un remake ou une réinterprétation du Scarface des années 30. Qu'est-ce que... Bon, tu sais, l'histoire, en gros, c'est un ressortissant cubain qui arrive en Floride, à Miami, et qui devient un baron de la drogue avec tout ce que ça implique de luxure et de luxe et de drogue et de montagnes de cocaïne sur un bureau et de phrases de Al Pacino over the top. Qu'est-ce que t'aimes pas de Scarface? Ben, tu l'as déjà tout mentionné. C'est ça qui est spécial, c'est que le film en soi-même ne me dérange pas du tout. Okay. J'ai un film qui, moi, ne vient pas me chercher. Mais quand tu m'as posé la question d'aller chercher un film que tu haïs, genre, j'haïs pas de film. Je peux pas haïr un film. Tu peux pas haïr une toile, tu peux pas haïr une pièce. Mais le seul film que, quand on m'en parle, j'ai une réaction, ça me rebute, c'est Scarface. C'est un film qui me rebute. Dès que je vois quoi que ce soit autour de ce film-là, je deviens irrité. Et là, en plus, c'est encore tellement complexe, ma relation avec Scarface, parce que les frères Cohen viennent d'annoncer la semaine dernière que c'était leur prochain projet. Donc, ça va être tough de l'ignorer, celle-là. Moi, j'avais entendu dire que c'était Carlos Guadagnino qui avait fait Call Me By Your Name, qui était à la tête du projet. Je pense qu'il se promène beaucoup en ce moment, Scarface. Oh, OK. Fait qu'il il ferait Suspiria puis Scarface. OK, ouais, ça aussi, ça m'amènerait quelque part d'intéressant. Ouais. L'affaire avec Scarface, c'est que, comme qu'est-ce que je mentionnais tantôt, bon, l'affaire avec Superman, c'est que je crois à être meilleur. Oui. L'affaire avec Scarface, c'est que c'est le film qui me ramène à tout ce qu'on peut imaginer de pire. Et en écoutant Scarface, que j'ai compris un traumatisme qui me un traumatisme. Une période difficile de mon adolescence, mon secondaire, avec l'idée de l'acquisition du respect par la violence. Ouais. Quand j'ai écouté Scarface, je me suis dit, OK, c'est cette idéologie-là de battre ou de réduire ou l'idée du bullying, de penser que ça va nous amener du capital de respect. Ça a été une période qui était très, très difficile pour moi. J'ai des histoires et des souvenirs de batailles, d'avoir été solidement battu au secondaire et que les dernières choses que j'ai vues, c'est le T-shirt de Scarface. C'est pour ça que le film ne me dérange pas. Mais l'idéologie qui l'entoure et que c'est une idéologie à ce point-là convaincante qu'elle est émulée et qu'elle laisse des traces. C'est sur moi que j'ai encore parfois de la difficulté à gérer. C'est le seul film que je connais que je fais. Je suis allé voir avec mon épouse un Serbian Film à Fantasia pendant qu'elle est enceinte de ma première fille, de notre premier enfant. C'est pas un film qui me dérange. C'est un film qui me dérange parce que je suis un humain. C'est un film que je reconnais qu'il a comme objectif de déranger
Et quand tu écoutes ce film-là, tu dis « Well played, sir, tu as réussi à me choquer, Oui. c'est ce que tu voulais faire, bravo. » Mais le ravage que représente Scarface, pour moi, est plus gros que ce que tu pourrais faire avec une œuvre dérangeante comme du Francis Bacon ou comme Human Centipede. Michael Human Centipede devient une espèce d'humour, tu sais. Ça devient humoristique à un certain temps. Serbian Film est quand même devenu une espèce de remplacement pour gros films fuckants. Oui. L'affaire avec Scarface, c'est que ça continue. Les gens continuent à s'éloigner de ce texte-là en pensant qu'ils comprennent de quoi ça parle et en voulant non pas continuer sur l'idéologie du film, mais en continuant sur l'idéologie de ce qu'ils pensent que le film est en train de dire. Ouais. Fait que c'est là que je peux pas me retirer du génie de Brian De Palma. C'est un réalisateur que j'adore. Tout à fait. Mais je pense qu'il n'a pas réussi avec le film à faire ce qu'il pensait faire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, puis ça, c'est ça le domaine des idées, il y a quelqu'un qui a trouvé ça très cool d'avoir un gun, puis qui a décidé de bâtir un système de valeurs autour de ça. Scarface est devenu la parfaite représentation. Ouais. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'essayais un peu de plus gérer ça pour moi, je suis allé regarder l'original. Je suis allé voir les films de Cagney, des choses comme ça. Je les ai vraiment écoutés. Puis c'est des excellents films, mais il y a un film dans cette gang-là qui m'intéresse et qui m'a vraiment, vraiment frappé plus que les autres. C'est un film qui s'appelle Angels with Dirty Faces. Oui. Puis dans Angels with Dirty Faces, on a l'histoire de deux jeunes, je pense qu'ils viennent de Brooklyn, qui ont grandi ensemble. Maintenant, ils sont rendus. Il y en a un qui est un criminel, il y en a un qui est un gangster, puis l'autre est un prêtre. Et le gangster continue à faire des coups, continue à récolter de la sympathie, à être un hors-la-loi et tout, malgré que la police s'en vient, puis ils vont le pogner. Puis il y a, à la fin du film, un moment où Cagney, qui joue encore totalement le braggadocio, il est en confiance, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, il est en crise. Et le prêtre lui demande de quand les policiers vont venir le ramasser pour l'amener en prison, il faudrait qu'il démontre de la culpabilité. C'est important pour le prêtre que les enfants de la communauté voient cet homme-là vaincu. Il ne peut pas sortir en étant plus gros que qu'est-ce qu'il a vaincu. Parce que sinon, les enfants vont vouloir le suivre. Ils vont vouloir faire ça eux autres aussi. Fait que la scène de Angels with Dirty Faces, c'est il faut que tu sois vaincu. Puis il faut que tu coopères dans cette défaite. Sinon, on va vouloir t'imiter, puis on va suivre dans tes pas. C'est la source de qu'est-ce que je vois autour de Scarface. C'est qu'il n'y a pas de défaite. Parce que même s'il meurt, il meurt quasiment de façon christique. Là. Je ne dirais pas nécessairement les brancards, je ne me rappelle plus nécessairement de sa mort, mais il se fait trucider de balles, mais c'est montré comme si c'était un geste héroïque de mourir frappé par des centaines et des centaines de balles qui sortent d'un AK-47. Là. C'est ça, puis c'est une espèce de perversion du dernier acte. Le dernier acte avec conviction, qui est un précepte du samouraï. Le samouraï, quand il est vaincu ou quand il va mourir, il doit opérer un dernier acte avec un dernier acte qu'il est capable d'exécuter avec conviction. C'est le dernier acte de Tony Montana, c'est de tuer tout le monde. Si je vais mourir, je vais en amener le plus que je peux avec moi. Pour moi, c'est l'inverse de quelque chose d'aspirationnel. Ça. C'est même l'inverse. C'est la négation de l'aspirationnel que de dire I'm going to bring as many of you as I can with me. J'en parle, ça me blesse. C'est un film qui me blesse. Parce qu'il y a des gens qui l'écoutent et qui traitent ça comme un évangile. Puis il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens-là. Puis je me demande même ce que Brian De Palma en pense. Je pense que je l'avais vu une fois en parler et dire qu'il trouvait ça dommage que les gens n'aient pas compris ce qu'il voulait dire avec ce film-là. Mais lui-même n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais je serais même intéressé à savoir
sa vision sur la récupération de son œuvre à l'inverse de ce que lui a voulu dire. Je ne sais pas en tant que créateur si ça doit être blessant ou ça doit être... tu sais, j'imagine qu'il vit très bien et qu'il dort la nuit, là, il ne doit pas y penser à tous les jours, mais moi, en tant que créateur, ça doit être étrange. Mais je ne sais même pas si c'était pas qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est juste que quand tu écoutes le film, j'ai l'impression, ça c'est moi, mais je ne peux pas y aller pour l'interprétation générale, mais quand tu écoutes le film, de facto, tu devrais voir le film comme étant pas l'histoire de quelqu'un que tu admires. Fait que c'est possible qu'un artiste prenne la décision de ne pas expliciter ça dans un film. De ne pas avoir à dire que c'est un méchant. De juste faire confiance aux gens qui vont regarder ça et qui vont dire « Mais quel déchet! » Malheureusement, des fois, l'interprétation, c'est quelque chose de subjectif, puis il est là le glissement. Les gens ne commencent pas ce film-là en disant « Je vais regarder l'histoire de quelqu'un que je ne peux pas respecter. » Tout à fait. On va finir avec ton plaisir coupable qui est Hudson Hawk, que je n'ai jamais vu. C'est de Michael Lehman avec Bruce Willis et Andy McDowell. Je pense à ce jour, Bruce Willis et Robin Williams sont les deux acteurs de qui on parle le plus sur le podcast. Ce qui en dit long. Ce qui en dit très long sur Bruce Willis et sa carrière foisonnante, parsemée de succès et d'embûches. C'est quoi Hudson Hawk? Pourquoi ce film-là, tu le places comme étant un plaisir coupable? OK. Là, le truc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais parler de Hudson Hawk, puis tu vas comme potentiellement te retrouver dans l'obligation d'aller l'écouter. OK. OK. Hudson Hawk, c'est la seule et unique scénarisation de Bruce Willis au cinéma. OK, tu viens de me vendre le film. Ouais, c'est son seul scénario. Ben, même que dans les crédits, c'est story, c'est pas scénario. Parce que Michael Lehman est venu lui donner un gros coup de main. Michael Lehman faisait des affaires complètement folles à cette époque-là. Puis, je pense qu'il s'est passé quelque chose avec Hudson Hawk qui a fait en sorte que on a tranquillement, du moins tout le monde qui a travaillé sur ce film-là, a comme pris un pied de recul, puis on est allé là, puis on ne retournera plus jamais là. C'est un film, effectivement, comme tu le mentionnais, c'était à propos de deux cat burglars, des voleurs professionnels. Hawk, qui est interprété par Bruce Willis, et son partenaire, qui est interprété par Danny Aiello, qui font des vols artisanaux, essentiellement. C'est un peu comme la Panthère Rose. Ils s'habillent en noir, puis ils rentrent dans des places avec des miroirs et des lubrifiants. Sauf que la marque de commerce de ces deux-là, c'est qu'ils se synchronisent en musique. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils élaborent un plan et se disent, essentiellement, ça va nous prendre 4 minutes 30 pour être capable de rentrer et sortir. Les deux partent. En fait, avant de partir, ils s'entendent sur une chanson de 4 minutes 30 qu'ils chanteront parfaitement à haute voix pendant qu'ils sont en train de faire le vol. Pour être certain qu'ils sont synchronisés. Donc, j'ai quasiment envie d'arrêter le podcast là et d'aller le regarder tout de suite. Tu me vends une idée de génie. Ça, c'est 2 personnages. Il y en a 28. Parce que il y a en fait, ils font un vol. Évidemment, il y a plein de déboires. On se retrouve à avoir une cabale d'espions / assassins internationaux qui sont tous nommés d'après des barres de chocolat. Fait que t'as Kit Kat, je pense, qui est interprété par David Caruso. C'est un mime avec des cartes. On a Bounty, qui est un espèce de gros tas de muscles, blond, complètement imbécile. Il y a je ne me rappelle pas c'est qui la barre de chocolat, mais un spécialiste de torture. Tu as une dame noire qui est super street savvy. Une équipe d'à peu près 4. C'est un bataillon essentiellement qui est mené par pas James Corbin. Merde. Ouais, non, j'ai pas son nom. Ouais, non, excuse-moi, ça viendra pas. Qui a étudié sous Bruce Lee, cet acteur-là. Okay. Donc, qui joue un ancien, qui a véritablement fait partie du dojo Bruce Lee. Puis dedans, qui n'arrête pas de faire des jokes d'arts martiaux parce qu'il a appris, l'acteur a appris sous Bruce Lee. Mais là, lui, il est un paramilitaire. Cette organisation-là
est au service d'une organisation qui s'appelle les Mayflowers. Les Mayflowers, c'est un couple excentrique, complètement débile, interprété par Richard E. Grant et Sandra Bernhardt. La meilleure ligne, puis en fait, le vol, en fait, tout le vol s'orchestre autour, comme tu disais, des œuvres de Léonard de Vinci. Pour comprendre les Mayflowers, il y a un moment où Richard E. Grant déclare de façon complètement hystérique, si Léonard de Vinci était vivant aujourd'hui, il serait nu dans le derrière de notre limousine à manger du sushi au micro-ondes avec nous. Et c'est ça le film, essentiellement. Ah oui, il y a Frank Stallone, le frère de Sylvester Stallone, qui reçoit genre 28 aiguilles dans le visage. Le film est une version... OK. Pulp Fiction est un grand film. Mais à chaque fois que Pulp Fiction se prend au sérieux, rajoute Bugs Bunny. OK. Et t'as Hudson Hawk. Wow. C'est pas un hasard que Bruce Willis est dans les deux films. Je suis absolument convaincu que Tarantino a vu Hudson Hawk et a fait ça passe pas. Parce qu'il y a un chien qui mord les testicules de tout le monde, qu'on finit par tuer en projetant une balle de tennis dans sa bouche pour qu'elle soit catapultée à l'extérieur du château de Léonard de Vinci. Je suis convaincu que dans les années club vidéo, Tarantino a vu ce film-là et a fait si on le tone down juste un peu, on a un film. Parce que chaque personnage est complètement unique. Ah oui, il y a Andy McDowell qui joue elle joue les services secrets du Vatican. Fait que le Vatican a son propre CIA. Ils communiquent par des crucifix lumineux. Ils ont un système de Underground Railroad. Elle, c'est une espionne / nonne qui tombe en amour avec Hudson Hawk. Bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas... est-ce qu'il y a des produits dérivés? Est-ce qu'il y a des comic books? Est-ce que ça a donné suite à quelque chose? Que tu me décris quelque chose qui a un lore incroyable à explorer. Je comprends pas pourquoi personne ne récupère ça, là. C'est arrivé, c'est drôle parce que pour moi, il est parfaitement dans la ligne de Buckaroo Banzai, Big Trouble in Little China. C'est ces genres de films-là. Mais Buckaroo puis Big Trouble, c'est des films des années 80. Là où Hudson Hawk, c'est fin des années 80. Et on commençait à basculer vers l'espèce de mépris envers les échecs commerciaux. Avant les années 90, un échec commercial ne voulait pas systématiquement dire que le film était pourri. Ça voulait juste dire que ça n'a pas trouvé son public. Hudson Hawk est arrivé au moment où c'était important de faire son argent. Puis il ne l'a pas fait. Ça l'a tué. Parce que ce film-là se réécoute actuellement comme une espèce de... Il doit y avoir une drogue là, qui fait cet effet-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de films des années 60 qui dégénèrent comme ce film-là. Mais dans la modernité, on ne fait plus de ce type de cinéma-là. C'est du cartoon humain. Je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Deux gardes de sécurité pendant qu'ils sont en train de faire un vol. Excuse-moi, essentiellement, c'est à peu près ça. C'est comme ça que tu vends le film. Il y a deux gardes de sécurité qui sont assis dans un booth. Bruce Willis et Daniel Aiello sont à genoux sur des skateboards pour passer en dessous des murets. Et un des gardes de sécurité se tourne à l'autre et dit There are 297 Wongs in the New York phone book. Et l'autre répond Wow, that's a lot of Wong numbers. C'est ça. Je suis tellement vendu. Il y a juste des affaires de même. Il y a juste des trucs de même. Le film, essentiellement, c'est Bruce Willis, c'est Hudson Hawk qui se fait embarquer dans un coup après l'autre, mais qui veut juste se faire sacrer patience parce que tout le temps qu'il a passé en prison, il entend parler de quelque chose qui s'appelle le Nintendo, puis il ne sait pas c'est quoi. Fait qu'il est juste, je peux juste m'asseoir et comprendre c'est quoi le Nintendo, tout le monde en parle, je ne sais pas c'est quoi. J'adore ça. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je m'en vais regarder ça. Ce soir. Puis je vais te réécrire pour te dire ce que j'en ai pensé. Dès que je le regarde, je t'en reparle. Sandra Bernhardt, là, elle n'a aucun allure. Il y a comme une cabale. Les Mayflowers, ils ont un regroupement de terrorisme international. Puis il y a comme un petit enfant indien à table avec eux autres tout le temps.
Non, mais t'sais, à la longue table, t'as un officier nazi, t'as un chic arabe, t'as tous les gros archétypes, mais t'as un petit garçon dans un turban. C'est comme, why? Un Ce peu film-là est... comme le petit gars dans Indiana Jones 2. Ouais, comme Short Change. Ouais. Mais il parle pas, là. C'est juste il y a une scène où ce regroupement-là doit se rencontrer pour discuter de, je sais pas, l'avenir de la planète, ou on sait pas trop exactement. Mhm. Puis Mayflower, Richard E. Grant, il est pas là, il arrive. Puis quand il rentre dans la salle de réunion, Sandra Bernhardt est dans une robe cocktail rouge avec des écouteurs qui blastent I've Got the Power à full pin, puis elle chante pendant qu'elle est couchée sur la table, puis tout le monde attend. Ça, c'est la réunion de la cabale internationale. I've got the power! I've got the... Ça se décrit pas. Jean-Michel, ça a été un énorme plaisir de te recevoir. Merci pour cette découverte-là. Je me garoche là-dessus dès que je peux. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, tes projets, tout ça, où est-ce qu'ils doivent aller? Ben, je fais ça. Je fais le 7e antiquaire. Prise de lutte, ça n'existe plus. Pas en stock quand on a l'université qui roule. J'ai honnêtement pas parlé en 2 mois. Ben, j'ai parlé, mais je veux dire, j'ai pas. Ben oui, j'ai fait 2 chroniques à On dira. Mm-hmm. Mais ouais, ça serait ça. Si vous voulez continuer à entendre parler de cinéma, c'est 7e. Si vous voulez entendre parler de théorie de culture populaire, c'est pas en stock. Si autrement, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Parfait. C'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Michel Berthiaume. Merci. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et on a jasé de film.